Alors voilà, on est sur une problématique là qui nous touche tous, les déchets. Je crois qu'on a tous eu ce moment devant nos poubelles à se demander, alors ça, je le mets où, comment je trie, c'est compliqué, vous autant que nous, je pense. Et donc c'est une question qui nous touche tous. Et on sait qu'on si on trie mal, eh bien comme Claude Roy nous l'a si bien dit hier, on peut moins recycler, on peut moins réutiliser. Ça fait plus de déchets à incinérer, ça fait plus de décharges aux abords dans notre environnement proche. Bref, ça influe directement sur notre environnement. Et en effet, si on se dit « Oh là là, c'est compliqué, je ne fais rien si tout le monde fait comme ça, eh bien on n'arrivera à rien. » Et comme disait Jackie Blanc tout à l'heure, c'est le petit grain de riz qui n'a pas plus d'importance que les autres grains de riz, mais qui fait la différence. Et ces actes quotidiens qu'on peut avoir ici, là, dans notre maison, dans notre appartement, dans notre ville, dans notre région, est-ce que on va essayer de voir ici comment c'est ça qui fait ma relation à ma planète, à mon coin de planète. Alors pour voir comment ces actes quotidiens peuvent faire la différence, nous accueillons aujourd'hui Ada Bazan, représentante d'Enda Tiers-Monde, une ONG d'aide au développement. Et Ada vient nous présenter aujourd'hui Quartier du Monde, Histoire urbaine, une antenne de l'Enda qui cherche à impliquer les jeunes dans la vie de leur quartier et l'amélioration de leur cadre de vie. Nathalie Boutin, présidente de l'Association pour la Maison de la Nature et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône. Philippe Desbrosses, agriculteur bio, docteur en environnement, expert auprès de l'Union européenne, président de la commission agriculture bio auprès du ministre de l'Agriculture, auteur de nombreux ouvrages, L'intelligence verte, agriculture biologique, préservons notre futur, et j'en passe. Marc Alfondéry, coprésident d'Alliance Provence, qui promeut le maintien de l'agriculture paysanne au travers de la mise en place d'échanges sans intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Donc un vaste programme, il va falloir que vous nous expliquiez ça. Donc, Ada Bazan, vous représentez donc ici Enda Tiers-Monde, et en particulier le programme Quartier du Monde, Histoire urbaine, qui agit déjà donc dans 9 villes du monde, c'est bien ça, et y compris en Europe. Mais je comprends, enfin, j'ai du mal à comprendre là, parce que nos villes en Europe ont quand même des structures d'assainissement, un réseau d'eau potable, des écoles, des transports. Pourquoi une antenne d'Enda Tiers-Monde vient agir en Europe? Vous pourriez nous expliquer? Je crois que... Voilà, comme ça. En fait, Quartier du Monde, Histoire urbaine est un projet stratégique de formation politique à la participation citoyenne des jeunes. Et quand je suis venue du Brésil vers la France, l'idée c'était de... Plus fort. Je prends celui-là. Voilà. Quand je suis venue donc du Brésil et vers la France, l'idée et la discussion au sein d'Enda Tiers-Monde, qui est un ONG du Sud, basé à Dakar avec des antennes un peu partout dans le Sud, Amérique latine, en Asie, en Afrique, c'était construire des projets au nord avec un S et au sud avec un S autour d'une préoccupation commune. Et cette préoccupation commune était l'exclusion sociale. Les villes, de plus en plus, sont innovantes, sont créatrices, mais aussi elles sont excludantes. Voilà. Et donc, quand on a commencé à construire ces programmes de formation politique, l'idée c'est le développement durable a besoin d'une clé qui est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance a comme base la participation, mais nous ne savons pas participer, les jeunes ne savent pas pourquoi, ni comment, ni où participer. Donc cette idée de penser globalement et agir localement était un petit peu dépassée. Il faut agir localement, mais il faut aussi agir globalement. Et comment, quel espace pour agir globalement également. Et comment on traite la question de l'exclusion sociale au sud avec un S et au nord avec un S. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec les différentes équipes d'Enda dans le sud et différentes associations locales dans le nord pour essayer de construire un programme de formation politique
où la porte d'entrée sont les jeunes parce que c'est le présent et non pas seulement le futur, les jeunes parce qu'ils sont entre deux, les jeunes parce qu'ils sont pleins de créativité et qu'ils ont plein de choses à dire, et qui sont en général mauvaise presse partout dans le monde aussi. Et on s'était dit qu'il fallait construire ça avec une même méthodologie appliquée dans les 9 quartiers du monde et analyser de façon comparative et transversale tout ce processus de participation, ce processus de formation à la participation. Et on travaille donc avec des pratiques sociales du Sud, là où on a énormément d'expérience, puisque par nos trajectoires d'absence de politique publique, d'absence d'infrastructures, d'absence de pauvreté économique, on a développé des richesses sociales, des richesses solidaires, des constructions de tissus sociaux qui peuvent être utiles dans le Nord, où vous avez des richesses économiques, mais peut-être d'autres pauvretés dans lesquelles nous, cette fois-ci, le Sud peut apporter quelque chose. Donc, dans ce sens, on a construit ce programme solidaire. Et concrètement, ça se passe comment? Enfin, quelle méthodologie vous appliquez et quels résultats vous avez aussi? Parce que faire participer les jeunes, mais pour quels résultats? Concrètement, chaque équipe locale, c'est un groupe de jeunes qui est accompagné par 2 professionnels des sciences sociales qui connaissent la méthodologie des recherches-actions. Cet mot un peu barbare des recherches-actions, c'est une méthodologie qui propose que la recherche, ce n'est pas une recherche académique réalisée par des universitaires, mais c'est une recherche populaire réalisée par les propres sujets de la recherche, donc les jeunes. Et à partir de plusieurs supports, à partir du théâtre, de la vidéo, des photos, beaucoup de dynamiques, les jeunes vont aller travailler 3 thèmes. Les identités et leur trajectoire, comprendre pourquoi ces jeunes des villes sont dans ces villes, comment ils sont arrivés là, pour essayer de rétablir un dialogue intergénérationnel avec leurs familles et les personnes plus grandes de leur quartier. Ils vont travailler le pouvoir et la participation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pouvoir? Qu'est-ce qu'on comprend par participation? Peut-être qu'on ne met pas les mêmes choses derrière ces mots. Et ils vont travailler le 3e thème, qui est l'autorégulation sociale, qui en réalité, c'est comprendre les règles du jeu du quartier. Les règles du jeu du quartier, de la communauté dans le quartier, et comment ces règles du jeu interagissent ou pas avec la politique de la ville ou les politiques de la ville. Le programme fait que les jeunes vont prendre connaissance des politiques de la ville, et ils vont prendre connaissance des espaces, des négociations s'il existe, ou des possibilités de création de ces espaces de dialogue. Et il y a beaucoup de formations. Les jeunes apprennent à collecter des informations, apprennent à les analyser, apprennent à les utiliser, à les mettre en fait ensemble pour pouvoir avancer leurs recherches. Ils sont encadrés, ils sont accompagnés, mais c'est eux qui mènent leurs recherches. On utilise aussi une autre méthodologie qu'on appelle cartographie sociale, où les jeunes dessinent leur quartier, avec d'autres acteurs, mettent sur un papier les différents intérêts que chacun de nous a dans notre quartier, dans notre vie. Et à travers cette expression des intérêts personnels et des visions diverses du quartier, on arrive à construire un intérêt commun ou des intérêts communs, et on arrive à négocier nos visions, on arrive à négocier nos propositions pour un intérêt commun, et on arrive à accepter l'autre tel qu'il est, avec toutes ses limites. Ouais. Donc, on construit finalement une vision commune à partir de visions différentes. Ouais. Ouais. Et alors, par exemple, à Marseille, vous n'êtes pas implanté à Marseille? Non. Alors, imaginons, je souhaite améliorer mon cadre de vie dans mon quartier. Comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je veux avoir une action, moi, concrète, le nom de la table ronde, c'est Agir au quotidien, j'ai envie d'avoir une action concrète, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous conseillez? Conseil, c'est un grand mot. Hein? Mais je ne connais pas Marseille, sinon seulement un petit peu par des voyages. Okay. Mais j'imagine que dans cette ville superbe, il doit y avoir plein de dynamiques populaires, il doit y avoir plein d'associations, j'en suis sûre même. Et je pense que dans chaque quartier, il y a certainement
des dynamiques des associations qui bougent, qui font, qui veulent faire. Et je dirais, il faut aller vers ces associations, il faut aller essayer de voir comment participer, et réfléchir sur quel espace de participation, de dialogue il existe dans nos quartiers d'abord, peut-être dans notre maison d'abord, et ensuite que ces espaces s'ouvrent davantage vers des autorités locales, vers la ville, vers d'autres espaces. Hier, en discutant, j'ai appris la traduction de l'impacto mariposa. Chez nous, on dit que si un papillon bat les ailes quelque part, là, loin, 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 peut avoir un impact, de fait, a un impact. Donc, je crois que si chacun de nous commence à battre des ailes, on va y arriver. Merci. Donc on vient de parler des villes, mais il y a les villes, puis il y a un environnement autour. Alors Nathalie Boutin, vous êtes donc présidente de la Maison de la Nature des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos actions? Et puis, enfin voilà, déjà nous expliquer ce que vous faites dans cette Maison pour la Nature. Alors, d'abord, la première chose, c'est que j'ai envie de répercuter un petit peu les propos d'Ada, c'est-à-dire la nécessaire formation du public à l'interprétation du savoir pour qu'il se traduise en actes quotidiens. Et ça, c'est fondamental dans notre dynamique. Ensuite, la nature, c'est non seulement, c'est pas forcément que la fleur, c'est pas forcément que l'insecte, c'est aussi ma poubelle, c'est aussi ma manière de me mouvoir, parce que tout sur cette planète a vocation à être recyclé. Donc il faut en prendre conscience par des actes simples. Et le savoir est aujourd'hui si compliqué, si fragmenté et si contradictoire parfois, c'est très souvent d'ailleurs, qu'il est difficile de pousser les gens à des actes simples, et c'est ce que nous proposons au sein de la Maison de la Nature et de l'Environnement, qui est à la fois, qui regroupe tout ce savoir, qui le collecte d'abord, et puis qui le diffuse de manière en fait qui soit porteur de messages, porteur d'engagement chez le citoyen que nous sommes, parce que je rebondis sur des propos de Boris Cyrulnik. Ce qui nous fait passer à l'acte, c'est d'abord des émotions. Et je ne sais pas si en fait, quand on vous parle d'OGM, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, quand on vous parle d'ADN, quand on vous parle de boson de Higgs, enfin un discours qui est très spécialisé, ce soit porteur d'émotion chez le citoyen. Il faut qu'il y ait des interfaces, des gens comme nous trouvons à la Maison de la Nature, enfin des agents fédérateurs du savoir qui récoltent et le traduisent en mots simples, pour qu'ils soient capables de le traduire en récits qui fassent naître des émotions, et des émotions qui sont à l'origine de nos actes. Alors, comment on s'y prend? Bien sûr, c'est en fédérant donc tous les acteurs de l'environnement, les associations, parce que l'environnement, c'est quelque chose de très très vaste, qui va en fait de l'infiniment petit à l'infiniment grand, en passant par les conséquences de notre éphémère passage sur la planète, dans notre manière de nous déplacer, dans notre agriculture, dans notre manière de nous déplacer, et puis dans notre production de déchets aussi. Donc, je veux dire, c'est d'abord fédérer un petit peu l'ensemble de ces disciplines, de ces acteurs, pour que le rapport, le lien soit fait entre l'expert et le profane, et enfin entre les collectivités, les décideurs publics et le citoyen. Alors, comment vous y prenez? Comment s'y prendre? Alors c'est par l'intermédiaire, enfin, tous ces acteurs sont fédérés pour des actions au quotidien de formation du public à l'interprétation du savoir. Ce sont des expositions. Ce sont des expositions qui en fait circulent après dans les collèges sur différentes questions de l'environnement, et donc comme je l'ai dit, c'est très très vaste. Ce sont aussi des conférences, des cafés-débats un petit peu sur le modèle, votre modèle. Et puis enfin, ce sont des sorties pour apprendre à en fait appréhender ce qui nous entoure avec un regard différent, pour s'apercevoir que pour en fait nous replacer à la fois dans notre espace, mais aussi dans notre temps. Et puis, quand je regarde en fait un animal, quand je regarde un insecte, que je m'inscris dans l'ensemble de cette globalité, eh bien mon regard change, et c'est la vocation que nous souhaitons donner à l'ensemble de nos actions, être à la fois conscient de l'impact de nos actes quotidiens,
parce que si nous sommes fragiles, si nous sommes insignifiants au regard de cette globalité, le temps n'est pas symétrique, ça veut dire que nos actions ne sont pas réversibles certaines fois. Quand j'abats un arbre qui, je crois que c'est Nicolas Hulot hier dans un débat, parlait du gorille que nous arrivons peut-être avec difficulté à préserver sur la planète, en fait dans nos actes quotidiens, cette biodiversité menacée sur notre propre territoire, dans mon jardin. Quand j'abats, comme je disais, un chêne sur mon territoire, eh ben, j'abats aussi les autres qui y sont. Et donc en Provence, je pense principalement au grand capricorne, je pense à Sagapédo, qui est un orthoptère, je pense aussi bien sûr aux rapaces nocturnes. Donc c'est un petit peu tout ça que nous offrons par l'intermédiaire de ces différentes activités et modes de sensibilisation du public. Alors j'aime pas trop le terme de sensibilisation parce qu'il est beau, il est pur, mais à la fois, quand on dit sensibiliser les gens attendent toujours derrière sensibiliser aux problèmes. Non, ce n'est pas tout à fait ça qu'on essaie de véhiculer, c'est sensibiliser les gens aussi à la fragilité, à la beauté des choses et leur donner en fait de l'espoir, parce que quand on donne en fait des solutions, en fait la recherche, le savoir qui puisse s'appliquer au quotidien et avoir des retombées bénéfiques pour nous-mêmes, hein, notre propre espèce d'abord et puis ensuite le reste qui nous entoure, et ben c'est quand même très valorisant. Donc c'est un petit peu l'ensemble de ce programme que nous proposons à la Maison de la Nature et de l'Environnement en réunissant à la fois les experts, les acteurs de l'environnement et le public. Donc vous cherchez en fait à faire communiquer entre eux. On crée des liens. À créer du lien et, si j'ai bien compris, à donner un autre regard. En fait, quand vous parlez d'espace-temps, ça veut dire dans un chêne, il y a un tas de choses. C'est pas le même espace qu'on pense. Il y a les espaces de toutes les espèces aussi qui vivent dans ce chêne. Oui, temps parce que c'est irrémédiable, c'est ça en fait. Le temps, voilà, on est sur une dynamique, on est, je veux dire, inscrit en tant qu'espèce parmi d'autres espèces. Le regard qu'on peut porter aux choses, il est différent selon la dimension d'approche. Je cite un exemple, si je regarde en fait une molécule qui me constitue, on aura une vision totale d'un chaos, de quelque chose de désordonné. En fait, j'ai l'impression que l'espèce humaine, ce qui la caractérise, c'est cette volonté toujours d'apporter de l'ordre. Et peut-être que dans notre façon d'appréhender en fait ce genre d'avoir ce réflexe, nous créons du tort. Donc de laisser peut-être un petit peu le désordre s'installer, la mauvaise herbe pousser dans le jardin, je veux dire le renard, je veux dire se dissiper sur le territoire, et puis ne pas forcément donc changer ce rapport aux choses, en tout cas aux êtres. Et puis, oui, à tout ce qui nous entoure, c'est en fait travailler à cet éveil des consciences de ce qu'on est. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même assez précieux. Et puis, ce que nous menaçons d'abord, je voudrais rassurer les gens, parce que par le discours alarmiste, il faudrait terminer sur une note d'optimisme. Nous ne sommes pas si importants. Je veux dire que l'histoire de la planète, notre Soleil, c'est 10 milliards d'années. L'histoire de notre planète, c'est 4,7 milliards. Ce que nous respirons aujourd'hui, ce sont le résultat d'une pollution des cyanobactéries il y a quelque temps. Donc, suivant, nous évoluons, essayons de le faire en harmonie. Ce n'est pas forcément l'uniformité, donc avoir la conscience de cet espace, de ce temps irrémédiable, et puis d'en faire quelque chose qui est normal. C'est un cycle normal que d'avoir une espèce qui meurt, etc. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que nos actes quotidiens, ils ont des répercussions souvent irréversibles. Donc voilà, je coupe un arbre. La déforestation, c'est pas qu'en Amazonie. Hein, je veux dire, c'est aussi chez nous. Les déchets, c'est pas l'histoire des pouvoirs publics, c'est aussi la façon dont nous pouvons avoir un raisonnement construit. Et ce raisonnement construit, c'est par l'intermédiaire d'interfaces que nous sommes. Et l'intérêt de la MNE, je veux dire, c'est de représenter cette globalité à la fois dans les sujets qui sont abordés, mais les propositions qui sont proposées et qui sont des actes très simple au quotidien. Merci. Je vous en prie. Alors Marc Alfandéry, vous faites un peu le lien entre la ville et la campagne, enfin plus généralement entre le paysan et le consommateur. Alors vous avez développé un système de communication finalement directe
entre le paysan et le consommateur. Si vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement, quel est l'objectif que vous poursuivez et quelles sont les plus-values sociales, environnementales, humaines qu'on peut y trouver. Oui, on pourrait parler de commerce équitable de proximité, mais moi je préfère le terme de partenariat équitable de proximité. En fait, il s'agit d'un partenariat entre un agriculteur et un groupe de consommateurs et qui est basé sur l'équitabilité, et ça on verra au niveau du prix, de l'établissement du prix, la solidarité, la transparence et la confiance. En gros, le système est extrêmement simple. Un groupe de consommateurs se réunissent et achètent à l'avance une partie de la production de l'agriculteur. Alors s'il s'agit par exemple de légumes, ils s'engagent sur un prix qui est fixé à l'avance, sur une saison déterminée, par exemple, en général c'est d'octobre à avril et d'avril à octobre, à acquérir une part de la production. Ça veut dire que ça se manifeste en échange par le fait que le producteur s'engage à distribuer chaque semaine des produits frais, sains, suivant un cahier des charges qui est déterminé par une charte. Bon, ça, c'est le principe général. Concrètement, bon, par exemple, moi j'anime une AMAP, qu'on appelle une association de maintien de l'agriculture paysanne, à Roquevert, à peu près à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Il y a 65 familles. Nous avons fixé le prix du panier à 17 € et chaque semaine, le jeudi, de 18h à 19h30, nous nous réunissons et nous distribuons les produits. Voilà le système. Le système est extrêmement simple et le système il a un objectif premier, c'est le soutien à l'agriculture paysanne de proximité. Dans la région PACA, depuis 5 ans, plus d'un tiers des exploitations agricoles ont disparu. Et ça, c'est lié à un certain nombre d'éléments que tout le monde connaît. D'une part, le développement de l'agriculture intensive en France depuis 30 ans, qui a favorisé les concentrations d'exploitations agricoles. Deuxièmement, le fait qu'effectivement, il y a une difficulté pour les agriculteurs de pouvoir faire reprendre en charge l'exploitation par leurs enfants. Il y a une perte du savoir-faire, une perte du métier. Troisièmement, la pression foncière qui est absolument énorme dans notre région et qui fait que la ville grignote progressivement sur la campagne. Et enfin, dernier élément qui a été cité, mais qui est très très important, c'est la pression absolument insoutenable de la grande distribution qui quand même contribue à distribuer 90% des produits de grande consommation, de consommation ordinaire, et notamment des produits alimentaires. Voilà, donc ça c'est le point de départ. L'objectif c'est ça, mais c'est aussi de recréer un lien social entre les consommateurs et les agriculteurs, parce qu'il y a un certain nombre de règles. L'implication du consommateur, quel est-il? C'est d'abord le fait qu'il s'engage financièrement. Il paye à l'avance une partie de la production, c'est-à-dire que par exemple 17 € sur 23 distributions, ça va faire un peu plus que 300 € qui va avancer au producteur, ce qui est extrêmement intéressant pour lui parce que ça lui donne une sécurité financière, ça lui permet de renforcer son fonds de roulement. Bon, ça, c'est la première chose. Il y a un investissement économique aussi qui est un engagement économique important puisque le consommateur est solidaire des aléas de la production, c'est-à-dire des aléas qui sont liés à la nature de l'activité. S'il y a des intempéries, s'il y a des parasites, donc s'il y a un coup de chaleur, effectivement, la production est moins importante et à ce moment-là, il y a moins dans le panier. En revanche, on est solidaire des risques, mais on est aussi solidaire des bénéfices. C'est-à-dire que s'il y a plus de production, eh bien, c'est distribué également au niveau des consommateurs. Et dernier point, c'est qu'il y a un engagement associatif. Il s'agit de ce qu'on peut appeler de la consommation citoyenne, responsable, dans lequel, effectivement, on fait acte volontaire de soutien à un agriculteur, effectivement, pour sauver des exploitations. Et moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, tous les jours, des agriculteurs nous téléphonent nous contactent pour participer à des EMAP, parce qu'ils sont en danger de fermeture. Il y a des dépôts, des fermetures d'exploitations agricoles tous les jours, et je pense que c'est un des objectifs premiers. Voilà. L'engagement du producteur, il est économique, c'est-à-dire qu'il doit assurer, et ce n'est pas simple, ça veut dire qu'il doit réorganiser sa production par le fait de livrer de façon périodique des paniers de légumes, ou ça peut être aussi de la viande, du fromage, du miel, des produits qui sont liés à l'agriculture. Donc c'est un engagement économique suivant une charte. Mais je dois dire aussi une chose qui est importante, c'est que même si nous avons une charte exigeante qui prend en compte justement les principes, la charte de l'agriculture biologique, même si nous ne sommes pas labellisés, il y a beaucoup d'agriculteurs de notre réseau qui sont labellisés en bio, mais ce n'est pas obligatoire. Nous accueillons des agriculteurs qui
travaillent de façon assez classique avec des pesticides pour les accompagner dans une transformation de leur exploitation. Et ça, c'est extrêmement important parce que, je veux dire, si on tourne simplement avec les seuls agriculteurs biologiques de la région, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire qu'on vivrait en vase clos. Bon, ça, c'est important. Donc, engagement économique de l'agriculteur, engagement éthique aussi à une transparence totale au niveau de ses actes, le fait de garantir que les produits qu'il livre viennent bien de sa ferme, le fait d'être transparent sur les modes de production, et engagement associatif, puisque c'est une application. Voilà en gros, en fait, les principes. Nous sommes partis en 2001, nous étions 3 associations, à peu près avec une centaine de familles. Nous avons aujourd'hui 2600 familles, 8000 consommateurs et à peu près 55 AMAP. Rien que sur la région, sur la région de Marseille. Sur Marseille, il y a une demande extraordinaire. Nous avons en projet une quinzaine d'AMAP, il y en a une dizaine qui existent. Et je pense que d'ici un an, il y aura à peu près 25 à 30 comités qui existeront. Voilà, donc nous sommes peut-être un petit peu tributaires aussi, d'ailleurs, paradoxalement, d'une demande énorme des consommateurs, d'une demande énorme des producteurs. Le réseau se développe au niveau national. Nous avons une centaine d'AMAP au niveau national. Et bon, chaque année, nous doublons à peu près le nombre d'associations. Voilà en gros les principes. Donc en fait, de plus, vous avez été du transport, vous produisez des légumes et des fruits de saison, vous permettez une certaine biodiversité, vous avez beaucoup de clés finalement aux problèmes d'aujourd'hui entre le changement climatique et les problèmes de gaz à effet de serre et la biodiversité en créant du lien. Alors les avantages du système, c'est d'abord un avantage économique, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une autonomie dans la ferme. Un producteur, par exemple, qui a à peu près 4 à 6 hectares, c'est difficile de donner des chiffres comme ça, mais peut fonctionner par exemple environ avec 200 familles sur l'année et avoir une parfaite autonomie économique. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est une certaine sécurité financière, puisque notre système a montré qu'il y a une certaine pérennité. Les groupes avec lesquels on travaille fonctionnent déjà depuis environ 7 ou 8 saisons. Donc ça montre que de toute façon, nous n'avons pas de problème pour pouvoir pérenniser une exploitation dès lors que ça fonctionne bien et dès lors que les produits livrés aussi sont conformes au cahier des charges et que le lien entre l'agriculteur et le groupe de consommateurs est convivial, puisque nous avons des listes d'attente pratiquement dans toutes les associations. Je veux dire, bon, ça c'est la deuxième chose. Troisième élément important aussi au niveau de la production, indépendamment de la sécurité financière, c'est qu'il n'y a plus de gaspillage, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'écouler totalement la production. Autre élément intéressant, c'est la suppression des emballages. Bon, c'est la notion de circuit court, hein, c'est la lutte aussi contre la pollution liée au transport. Donc c'est relocaliser l'économie, c'est permettre effectivement un lien direct entre la campagne et la ville. Donc ça, c'est un point très important. Et pour les consommateurs, on le comprend bien, c'est d'avoir des prix, des produits qui sont sains, qui sont souvent d'ailleurs agréés, certifiés agréés en agriculture biologique, dont la traçabilité est absolument claire, puisque les consommateurs vont en général sur le lieu de travail du producteur. Bon, ce n'est pas le cas à Marseille, mais à Marseille en général, les producteurs qui vont fournir les comités de Marseille sont en gros à 30 km. Une traçabilité et surtout aussi, je crois, ce qui est important, c'est le lien social. Retrouver un lien entre familles et le lien entre famille et producteurs. Et je crois que ce qui est aussi important à dire, c'est du point de vue de l'environnement, la biodiversité. C'est-à-dire que on invite les producteurs à pouvoir diversifier leur production et à revenir notamment à des productions anciennes, par exemple des tomates anciennes, etc., qu'on ne trouve plus dans le circuit commercial. Merci. Alors Philippe Desbrosses, vous avez justement aussi plein de beaux exemples comme ça d'agriculture durable et qui répondent à des besoins. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Parce que finalement, on est quand même inquiet. On est aujourd'hui 6,3 milliards de personnes dans le monde. On nous parle de 9 milliards d'ici 30 ou 40 ans. Comment nourrir tout ce monde sans une agriculture intensive? Il y a des solutions? Je crois que l'intervenant précédent vient de nous montrer que justement la solution n'est pas dans l'agriculture intensive,
qui a chassé ces paysans pour les remplacer par des molécules chimiques. En fait, notre agriculture est aujourd'hui une agriculture des laboratoires pharmaceutiques, de la pétrochimie et de l'industrie lourde, qui en plus détruit ces sols, donc détruit les bases de la production. Donc il est évident que cette agriculture-là est condamnée. Elle est condamnée, et ça se ressent dans la sémantique, dans le langage aujourd'hui, quand on parle d'agriculture raisonnée, c'est parce qu'on reconnaît implicitement que celle qu'on pratiquait n'est pas raisonnable. Premièrement. Deuxièmement, quand on parle de développement durable, c'est parce qu'on a compris que notre comportement sur cette terre faisait que notre développement n'était pas durable. Donc je pense que l'observation étant faite, la plupart des citoyens de bon sens ont compris et s'organisent justement, la société civile s'organise actuellement dans une sorte de grande mutation culturelle qui est très encourageante et enthousiasmante, en s'appropriant, se réappropriant en quelque sorte sa souveraineté alimentaire. Et ça, c'est la seule chance que nous avons de contrecarrer ce système mortel auquel nous sommes confrontés à l'heure actuelle et dont on voit les méfaits s'aggraver d'année en année. Vous avez suivi là récemment la formation sur la mafia italienne qui vend du beurre frelaté, qui touche les subventions de Bruxelles et qui nous vend des beurres reconstitués avec des graisses animales qui étaient normalement des déchets mis à l'équarrissage, puisqu'il y a toujours le problème de l'ESB, toujours le problème du prion, qui en plus était mélangé à des hydrocarbures, et avec tout ce micmac, ils ont fait du beurre par un expert scientifique qui a validé le procédé, qui ensuite a validé le produit, et puis ensuite on a acheté les douaniers et la répression des fraudes pour que tout ça passe facilement. Bien sûr, la presse a très peu d'exemples à donner cette information. Évidemment, il y a 2 grands PDG en France qui sont mis en examen. Je crois que c'est Fléchard qui vend à toute la biscuiterie française, puisque 80% de ce beurre frelaté a été distribué dans les biscuiteries et puis dans les laiteries, et c'est nos gosses qui ont mangé cette saloperie. Donc ça, là, je crois que ça peut provoquer pratiquement un soulèvement populaire, parce que ce système de scandales récurrents, il y en a marre. Et donc la seule solution d'échapper à ça maintenant, c'est ce qui vient de nous être montré tout à l'heure. Alors maintenant, ayant fait ce constat pour montrer pourquoi on est aussi vindicatif et aussi radicaux dans nos options, parlons des choses positives. Effectivement, il y en a beaucoup et bien entendu, il y a une conspiration du silence autour de ces choses positives. Tout le monde, ou peut-être peu de gens, ont entendu parler du système de riziculture japonais, de ce japonais qui a découvert ou qui est simplement devenu écologiste comme ça spontanément par nécessité, comme la plupart des paysans dans le passé, se sont adaptés ou ont adapté leur éco-agrosystème aux besoins et fait en sorte que ces éco-agrosystèmes puissent se pérenniser. C'est ça la véritable intelligence d'une agriculture qui non seulement doit subvenir aux besoins alimentaires d'une population, c'est vrai, de plus en plus nombreuse, mais en même temps de se pérenniser, parce que si on veut nourrir l'humanité une journée, on peut accepter que 2% d'agri-managers aient la prétention, sur de petites surfaces exploitées à mort, aient la prétention de nourrir l'humanité, mais pendant combien de temps ? Par contre, si on veut réellement nourrir l'humanité et nos enfants et les enfants de nos enfants, il va falloir que nous revenions à des choses beaucoup plus sages, qui sont les agricultures paysannes, justement, ou les agricultures de proximité, reconstituer un tissu rural, faire renaître ces économies locales par la solidarité entre les paysans et les consommateurs, et non pas de déménager le territoire au lieu de l'aménager pour que l'aliment fasse 3 fois le tour de la terre avant d'arriver dans l'assiette du consommateur, avec tout ce que ça comporte de pollution, de gaspillage d'énergie et de saccage des ressources et de l'espace. Donc ce Japonais, ça c'est jubilatoire cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, il découvre que les canards, dans ces champs de riz, ne mangent pas les tiges de riz parce que c'est trop siliceux, c'est trop dur, mais mangent surtout les plantes adventices, qu'on appelle les mauvaises herbes en général, qui poussent entre les rangs de riz. Et par la même occasion, débarrassent aussi les insectes prédateurs, les mollusques, les limaces,
dans ce champ de riz. Et l'agriculteur se rend compte qu'en mettant 200 canards à l'hectare, il gagne 270 heures par hectare de travail. Les canards font le boulot 24 heures sur 24. Et puis, il se rend compte que cette deuxième production simultanée, eh ben ça lui permet de vendre sur le marché les œufs du canard et éventuellement les canards. Ça fait une deuxième production. Et puis il se dit, les canards font des excréments en se nourrissant de tout ça, et donc il fait nourrir un élevage de poissons, troisième strate, ce qui est quand même un modèle écologique par excellence, et en plus économique, et très économique, au point qu'un économiste japonais qui fait des calculs démontre que 2% de paysans qui produisent comme ça peuvent nourrir l'ensemble de la population japonaise. Et naturellement, le système n'est pas connu, où il se répand maintenant depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, et il est maintenant dans une dizaine de pays, où des paysans qui ne sont pas dans la perspective et dans l'option agro-industrielle, qui ne sont pas en quelque sorte pollués mentalement par le formatage de notre enseignement agro-industriel, se mettent à produire comme ça. Et ça marche très très bien. Donc là, il y a un exemple à suivre, mais des exemples comme ça, je ne vais pas vous les énumérer aujourd'hui, mais je peux vous en citer d'autres. Je vais citer encore avec le riz, puisque le riz est, je crois, la première céréale. Mais le riz est la première céréale consommée au monde, voilà. quand même. Ça nourrit. Donc je vais reprendre le riz. Moi, j'entretiens des relations privilégiées avec un groupe malgache qui est piloté par des jésuites depuis une quarantaine d'années et qui ont mis au point une technique de production de riz qui leur permet, avec leurs petites mains, ils n'ont même pas un motoculteur, de décupler, multiplier par 10, la récolte de riz, écologiquement produite. Ça s'appelle le SRI, c'est à Tefisaina, c'est l'association Tefisaina, à Fianarantsoa, au nord de Tananarive, et ça fait 20 ans que ça dure, et ça fait surtout 10 ans que ça dure de manière très, techniquement très maîtrisée, au point que ce procédé qu'ils appellent le SRI, à mon avis, ils ont une petite erreur de sémantique parce que le SRI, ça veut dire système de riziculture intensive, alors qu'on s'imagine en intensif les engrais, les pesticides, les bulldozers dans les champs, etc. Donc, ce n'est pas ça. C'est au contraire le compost, pas d'engrais, pas de pesticides, la rotation des cultures. Alors, on y reviendra, parce que la rotation des cultures, les assolements, c'est le contraire de la monoculture industrielle. Je dirais aussi c'est le contraire de la pensée unique, qui d'ailleurs nous amène la monoculture industrielle, et que cette rotation des cultures résout, sans autre forme de procès, 80% des problèmes de parasitisme, de mauvaises herbes et de maladies des plantes. Rien qu'avec la rotation des cultures. Donc on peut développer, mais je ne vais pas développer maintenant. Pourquoi? Comment ça marche? Ensuite, ils utilisent des variétés rustiques. Tiens, pas Monsanto, des variétés rustiques. Et ils ont découvert, 3000 ans après, que le riz n'est pas une plante aquatique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, dans leur processus, ils ont un peu d'eau au départ, et ensuite, ils suppriment l'eau. D'où économie d'eau. Parce qu'au moment du talage, il ne faut pas que le riz ait les pieds dans l'eau. Et à ce moment-là, un seul grain fait 100 épis. D'où les résultats absolument spectaculaires de ce procédé, qui maintenant est dans une vingtaine de pays. Chine, Bangladesh, Thaïlande, Cambodge. Et naturellement, même conspiration du silence des grandes instances mondiales, FAO, CIRAD, etc., qui d'ailleurs ont des arguments tout à fait étonnants quand on leur dit « mais comment se fait-il que vous ne vous intéressez pas à ça ?» Et en plus, ce sont des jésuites. Ça ne ment pas en général, les jésuites. Enfin, ce sont des communautés religieuses qui sont là dévouées à la population, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'intérêt personnel, d'intérêt privé des grandes sociétés anonymes qui, elles, nous font croire qu'elles sont vertueuses et philanthropiques. Et la réponse de ces grandes organisations, dont c'est la vocation d'aller justement voir tous ces systèmes qui permettent facilement d'atteindre une autosuffisance alimentaire ou l'autonomie alimentaire, l'argument est qu'on n'y va pas parce qu'on n'y croit pas. Évidemment, ça peut les déranger beaucoup. Ça peut les déranger beaucoup. La science est un peu comme ça. La science a besoin de croire. Hein.
Ça peut les déranger beaucoup d'y aller voir, parce que ça va rendre très peu légitimes les budgets formidables qu'ils ont pour imposer les OGM et faire croire qu'avec les OGM, on va résoudre le problème de la faim dans le monde. Ça les gêne beaucoup aussi pour leur carrière, parce qu'avec des gros budgets et des programmes aussi sophistiqués, ça alimente aussi des carrières à long terme. Donc évidemment, qu'un petit paysan vienne avec des moyens archaïques, ringards diront-ils, faire 10 fois mieux que ce que vous faites avec des moyens considérables et en pompant l'argent des contribuables, ça évidemment, ça paraît difficilement acceptable pour ces gens. Et je crois que c'est l'explication du système fou dans lequel nous sommes, du système superficiel et destructeur dans lequel nous sommes. Ça, c'est alors, le riz, je vous dis tout de suite, c'est 10 fois plus, ça veut dire, tenez-vous bien, 230 quintaux par an à l'hectare. Et dans certains cas, 15 fois plus. Et je parle sous contrôle, je dirais scientifique, parce qu'il y a un scientifique américain qui hurle dans le désert depuis 10 ans et qui fait le tour de la planète pour essayer de faire prendre conscience de tous ces moyens simples que nous avons. C'est le professeur Uphoff de la Cornell University à New York qui s'occupe et qui cautionne ce système. Ben, malgré ce personnage, eh ben, les autres n'y croient toujours pas. Enfin, ils vont commencer à y croire parce que là, il y a des pressions qui sont en train de se faire. La Cornell University, c'est quand même la 3e, je crois, grande université scientifique des États-Unis. C'est très sérieux. Et maintenant, en dehors de l'agriculture, toutes ces initiatives qui émergent, qui se lèvent maintenant, qui ressemblent à ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur ce nouveau rapport, cette nouvelle relation entre les différents acteurs d'une société, eh bien, se voit également par l'opération BZ dans la banlieue de Londres, où tout un quartier de la banlieue de Londres procède comme vous faites, c'est-à-dire se nourrit avec les paysans qui sont autour, à organiser une série d'échanges avec les artisans locaux, avec les paysans locaux, construit écologiquement, entretient et produit écologiquement. Et ce programme BZ est en train d'essaimer, grâce, je crois, au génie d'une jeune Vietnamienne qui est quand même ingénieure des ponts et chaussées, oui, mais en même temps avec des tas de diplômes et qui a mis ses compétences au service de tous ces mouvements et qui a actuellement fait un programme au Portugal semblable à Betzel. Et je sais qu'il y a une ville en France, et elle ne nous a pas dit laquelle encore, de 20 000 habitants qui sont en train de s'organiser pour vivre écologiquement avec le système dont vous parlez. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'espoir. Simplement, ces choses n'apparaissent pas à la connaissance du public parce qu'évidemment, je pense que tous les médias ou la communication, les principaux grands médias qui sont tenus par les grandes firmes industrielles ou les marchands d'armes n'ont pas intérêt à montrer tous ces avantages que développent individuellement ou collectivement ces pionniers de la société moderne, de la société nouvelle. Merci. Donc on voit qu'agir au quotidien, finalement, c'est possible avec des initiatives locales. Et nous avons 10 minutes pour les questions. Je vous demande vraiment de ne poser qu'une question. Je vous demande pas plus d'1 minute par question, sinon je vais couper. Et mes intervenants, pareil, pas trop long dans les réponses, s'il vous plaît, parce que sinon on n'aura pas le temps. Je sais pas. Attendez. Oui. Je voudrais juste savoir, s'il vous plaît, s'il y a un site internet où on peut avoir l'adresse des AMAP. J'ai déjà cherché, je n'ai pas pu le trouver. Oui, c'est vrai que nous avons un site internet qui s'appelle www.allianceprovence.org. Donc Alliance Provence, c'est donc l'association qui fédère sur le plan régional les AMAP. Donc www.allianceprovence.org. Mais vous pouvez venir me voir, je peux vous donner de la documentation que j'ai apportée ici. Et le site doit être sur le nom du site doit être sur le site du festival, je pense, Sciences Frontières. Je pense. Oui. Monsieur avait une question. Comment marche sur le plan fiscal les AMAP? Je répète la question. Alors, le système est vraiment très très simple. Alors, il n'y a aucun problème, c'est un système d'abonnement. C'est-à-dire qu'en fait,
Le consommateur, en général, ça passe par des associations de 1901, mais du point de vue du règlement, le règlement est effectué directement à l'avance au producteur. Donc sur le plan fiscal, nous avons pris effectivement toutes nos précautions. Nous évitons en tant qu'association d'être intermédiaires, sinon nous serions taxés de TVA. Donc c'est extrêmement simple et ça ne pose aucun problème. C'est de la vente directe payée à l'avance. D'accord. Oui. Oui, allô. Oui, bonsoir. Je suis le président de l'association Collectif qui, sur La Ciotat, a mis en place une expérience pour supprimer les sacs plastiques. Alors au début, je reprends l'analyse de Nathalie Boutin qui, d'après la remarque de Boris Cyrulnik, disait que tout est parti d'une émotion. Et le thème aujourd'hui, effectivement, c'est que, en fait, à La Ciotat, tout est parti d'une émotion. Alors l'émotion, au début, ça a été une forme d'agressivité. Attention, vous avez 1 minute, oui, tout à fait. Et après vous posez votre question. Et il faut savoir que dans cette agressivité, il y a aussi beaucoup, il y a une forme positive. C'est-à-dire qu'on est parti, un groupe d'amis, à se lancer dans une expérience qui a permis en quelques mois de réduire de 65% les sacs plastiques sur une ville comme La Ciotat, 32 000 habitants, qui chaque mois déversait par la grande distribution, par les forains, les petits commerçants, 2 millions de sacs plastiques qui représentaient 10 tonnes. Voilà. Alors, c'est une expérience comme une autre. Je ne vais pas m'éterniser parce que je voudrais donner la parole à d'autres, mais je peux vous dire que ça marche, que les difficultés ont été nombreuses, notamment face à la grande distribution, et je connais bien le système de la MAP. Je vous remercie d'exister d'ailleurs, et voilà, c'était une petite expérience qui a démarré, qui fait son chemin et qui, j'espère, va continuer au niveau des institutions et au niveau peut-être de l'Hexagone. Merci. Bien, merci de votre témoignage et bon courage. Bonsoir, question à Madame Boutin. Vous menez une action dans les Bouches-du-Rhône et vous avez beaucoup évoqué le comportement des citoyens et du déchet. Et je m'interroge à savoir comment vous travaillez avec les collectivités locales, sachant qu'une ville comme Marseille ne pratique pas le tri sélectif. Oui, c'est clair. Alors, peut-être pour répondre à cette question, comment nous travaillons avec les collectivités locales, ça rebondit un petit peu. Ça peut-être. Pardon. Je vais peut-être. Oui, non, c'est bon, ça va. Ça rebondit un petit peu sur les propos de monsieur, c'est-à-dire que je vais à contrario de ces propos, mais c'est volontaire. Je vais dire que nous essayons justement de ne pas nous placer dans une démarche d'agressivité, parce qu'on voit bien ce que ça peut faire. Alors je vais entamer un sujet un petit peu difficile, qui est celui de l'actualité des associations. Au jour le jour, il faut résister, il faut obtenir des budgets pour continuer d'agir, mais on se trouve en face des réalités politiques. Les programmes qui sont entamés par les politiques sont, au niveau de l'environnement, encore optionnels. Nous avons la chance, sur le 13, d'avoir quand même des présidents de régions, de départements et de régions pour qui ça correspond à une réalité, mais c'est pas toujours le cas. Et précisément sur la CPA à Aix-en-Provence, on a travaillé sur la charte justement de l'environnement, et puis on n'a pas été cité, par exemple, dans la participation. Tout ça pour des relations purement politiques. Nous, justement, c'est en fait de lutter contre ces processus qui sont ravageurs. Parce que notre cause, c'est l'environnement. Donc, il faut agir au quotidien pour rapprocher les acteurs. Et dans notre façon de procéder, du moins, j'espère que, on en tire quand même des actions au quotidien, dans la diffusion de l'information, dans la collecte d'informations et la diffusion au public. Eh bien, c'est en fait de lutter contre ce genre de luttes qui peuvent être ravageuses pour le développement de raisonnement durable chez le citoyen. D'avoir en fait ce réflexe de rapprocher les grands acteurs, les décideurs publics, toute obédience confondue, parce que tous, ont un rôle à tenir, et bien sûr, en leur prouvant en fait la nécessité de ces actions, parce que je crois que les citoyens sont plus concernés et plus conscients en fait des enjeux que les politiques.
eh bien, on arrive quand même à faire de belles choses, à exister déjà, et puis, je veux dire, à répandre ces messages. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à lutter à notre niveau. Merci. Monsieur. Question pour Monsieur Desbrosses. Merci pour vos exemples japonais et malgaches qui nous font vibrer. Malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas toujours comme ça que les choses se passent. Si j'en crois l'agriculture de l'Argentine qui est sinistrée à cause de la culture de soja transgénique depuis 7 ans. Et si j'en crois aussi Mandana Shiva, qu'on appelle encore la José Bové de l'Inde, qui expliquait récemment dans une émission sur Arte que 25 000 paysans dans un des États de l'Inde s'étaient suicidés à cause de la culture du riz transgénique. Je voudrais vous poser une question, monsieur, puisque vous avez la chance d'être très près des institutions et conseiller du ministère de l'Agriculture. Comment se fait-il qu'en France, compte tenu de votre dynamisme et des efforts que vous devez déployer, nous soyons toujours les derniers de la classe en Europe en ce qui concerne la culture bio? Monsieur, je dirais que ma position officielle, si vous voulez, elle est très relative. C'est qu'en fait, je me suis imposé et que je dois vous dire que ma commission ministère, elle est bénévole. Pour vous montrer la considération dans laquelle on tient le bio, j'ai découvert que ma commission officielle, je suis nommé par le ministre, elle n'a pas de budget. Donc, les gens de ma commission et moi-même sommes bénévoles, mais en plus, je paye une partie de mes frais de déplacement et de séjour parce que l'État n'a pas de quoi me les rembourser. Voilà, je dois vous dire ça avant toute chose. Et il est évident que ma parole est très libre par rapport à tout cela. C'est ce qui vous montre ma tonicité en quelque sorte, parce que justement à l'heure actuelle, je suis en train de, comme j'ai un peu toujours fait d'ailleurs, essayer de titiller les institutions, dans lesquelles je ne suis qu'un expert consultant, y compris au niveau de Bruxelles. Donc je n'ai pas la possibilité, malgré les titres et malgré la position en apparence officielle que j'occupe, de faire avancer les choses. Et nous sommes en train de le faire par le biais d'une association qui vient de naître le 2 février dernier et qui s'appelle Objectif Bio 2007. 2007, vous allez comprendre que derrière, il y a, mais je ne vais pas être trop long, parce que je vois que je suis surveillé, il y a derrière la perspective des élections. Il y en a 4 scrutins cette année-là, pour mettre au cœur du débat des Français, d'abord, cette problématique, cette véritable insécurité, qui est l'insécurité alimentaire et environnementale, justement en s'étonnant de cette discrimination qui fait que l'agriculture biologique en France est 10 fois moins subventionnée ou aidée que l'agriculture qui pollue. Je le dis avec beaucoup de... Écoutez, je l'ai dit ce matin dans l'émission de France Inter de Laurence Luret, puisque j'étais son invité, c'était très clair. Il est évident que l'agriculture biologique est combattue de tous les côtés par le système, puisque les subventions à l'agriculture, les 27 milliards d'euros que touche l'agriculture française de subventions et qui représentent à la virgule près le revenu agricole en France, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de revenu agricole. Je ne sais pas si vous voyez qu'une fonction de cette importance dépend de la charité publique et totalement sous perfusion, et tout cela pour détruire ses sols et ses paysans. Eh bien, ces 27 milliards d'euros, je fais un raccourci saisissant. Je l'ai fait devant les conseillers de l'Élysée, je l'ai fait devant le conseiller du ministère de l'Agriculture. Au début, ils sautent au plafond, mais après, ils sont obligés de se rendre à l'évidence, parce que la démonstration est facile à faire, que cet argent ne va pas aider les agriculteurs qui, eux, servent d'alibi, mais disparaissent toujours au rythme d'une exploitation tous les quarts d'heure en France. Cet argent va dans la poche directement de la pétrochimie et de l'industrie lourde, qui, eux, sont en permanence dans les coulisses du pouvoir pour faire que ce système perdure, bien entendu, en ne donnant aucune possibilité à l'agriculture biologique de se développer. Vous avez compris. Et contre ça, il n'y a qu'une chose, c'est les AMAP ou les consommateurs qui décident
d'acheter ou de ne plus acheter ces produits qui sont néfastes à l'environnement, néfastes à la société et néfastes à leur santé. C'est la seule façon que nous ayons de changer ce système, c'est que, un par un, nous, les consommateurs, nous détenons un pouvoir formidable, à condition que nous l'exercions vraiment et que nous mettions nos actes en cohérence avec nos pensées et nos déclarations, nos affirmations. Et donc, consommez bio. Je voudrais dire un grand merci à Philippe Desbrosses. J'étais à son atelier ce matin, c'était passionnant. Et je pense qu'avec des personnes comme lui et tout son engagement, nous irons très loin. Merci. Je dirais aussi merci à l'Alliance Provence et aux AMAP. Je suis sur une liste d'attente et je me désespère. Quand vais-je pouvoir avoir mon panier? Mais tout ça parce que, bien entendu, les agriculteurs autour de Marseille ont disparu par l'urbanisation qui nous les a emportés. Mais on y arrivera. Je voudrais maintenant, et surtout, c'est là mon intervention, m'adresser à Ada Hazan, parce qu'à Marseille, il y a effectivement des quartiers, je ne dis pas ce sont des quartiers, on dit les quartiers nord sont des quartiers défavorisés. Moi, je ne le pense pas, enfin, ils sont défavorisés sur beaucoup de plans au niveau social, etc. Mais on y trouve des communautés d'une richesse culturelle, d'intelligence, de passion, et qui mériterait effectivement que l'on fasse un peu l'expérience que vous menez ailleurs. Je peux vous dire que j'ai été élue, je ne le suis plus, j'ai été élue, et j'ai été élue dans ces quartiers-là, 13 et 14, et j'ai découvert cette richesse associative qui fait que, et j'avais même été interrogée par un journaliste une fois, comment se fait-il qu'à Marseille, il y ait moins d'incidents graves, moins de perturbations au niveau des jeunes et même de la population que dans certaines autres grandes villes. Et j'ai répondu ceci tout simplement, c'est parce qu'il y a des associations communautaires qui s'entendent très bien entre elles et qui font en sorte que les choses aillent mieux. Et surtout des femmes, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans ces quartiers qui se dévouent très sérieusement. Et même s'il y a, il faut le dire, tous nos petits ne sont pas des anges, hein, ça je les connais trop bien pour vous le dire. Mais il y aurait peut-être pire si justement il n'y avait pas ce réseau associatif important. Alors je voudrais entrer en contact avec vous, madame. Je ne suis plus élue, mais j'ai suffisamment de connaissances de ces quartiers, des associations et même des élus d'ailleurs, pour que nous puissions faire peut-être quelque chose. Ceci étant, je terminerai en disant que madame a dit qu'il n'y a pas de tri sélectif à Marseille. Alors là, je défends Marseille toujours, et surtout parce qu'à l'origine, ayant été élue, j'ai mis en place non seulement les premières expériences de tri sélectif et de récupération, mais aussi d'éducation des jeunes. Et non seulement le tri sélectif se fait peut-être pas de manière importante encore, je n'ai pas à défendre ici la municipalité à laquelle je n'appartiens plus, mais il y a de toutes les façons des associations qui interviennent dans les écoles pour motiver les enfants au problème du tri et du recyclage. À Marseille, je ne peux pas vous dire le nombre d'enfants, mais des classes nombreuses. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Je ne sais pas le temps qui me reste encore. Oui, une dernière question. Je voulais savoir le temps qui me restait encore. On a le temps? Bon, une dernière. Merci. Ce n'est pas une question, c'était un complément parce qu'il y a beaucoup de Parisiens ici et je fais partie de la map de la Butte à Montmartre. On a participé à la réalisation et je veux dire qu'à Paris, c'est vraiment difficile parce que pour trouver des terres, d'abord des agriculteurs bio, c'est difficile parce que le peu qu'il y a, ils viennent vendre au marché. Et puis après, pour trouver des terres, il faut aller à Perpète. Alors ça fait, vous voyez, il faut aussi voir le transport, etc. Il ne faut pas qu'on dépense beaucoup en transport si on doit aller dans le Loiret. Bon, enfin, on a fini par en trouver un. Et alors nous, on veut aider d'autres AMAP parce qu'on dit qu'on va peut-être passer l'étape supérieure sur Paris à 5 AMAP et qu'on va acheter finalement des terres en SCI. Peut-être qu'on va carrément acheter des terres, ça nous fera un endroit aussi. Parce que l'avantage des AMAP, c'est que ça fait aussi des copains. Parce qu'on se retrouve sur Paris, puis on se retrouve à la campagne à aider les agriculteurs. Et c'est vraiment aussi un magnifique lien social, au-delà de la bonne nourriture qu'on fait manger à nos gosses, tous les légumes, tous les jours. Merci. Bravo, Martiena.